Allez. Donc, bonsoir à tous. Comme vous le devinez, on va parler de ray tracing, et notamment de ray tracing en Rust, dans un retour d'expérience, démystification du sujet. Donc, je m'appelle Alexandre Delattre. Je travaille dans une structure qui s'appelle Monkey Patch, donc une petite structure, on va dire, d'experts et de passionnés que j'ai rejoint il y a 6-7 ans. Vers 2017-2018, voilà, c'est là où je me suis mis à connaître Rust, à creuser, et finalement, Rust, et je me souviendrai, voilà, toujours d'une présentation, on a dit que Rust, c'est un langage qui est intéressant, en fait, parce que c'est des langages qui font changer sa façon de penser. Des fois, on va prendre des langages, si on fait du Java et qu'on passe à JavaScript, oui, il va y avoir des différences de syntaxe, des choses comme ça, mais ça va pas changer fondamentalement la donne. Rust, c'est vraiment un langage qui change la façon de penser, et je trouve que c'est ça qui, dans l'informatique, nous fait progresser, nous fait voir d'autres paradigmes et avancer. Moi, j'ai eu 2 langages qui m'ont fait ça dans ma carrière, c'était Scala et Rust, et depuis, pas eu trop de langages qui fait ça. Donc, faites du Rust, parce que par rapport à ça, ça va vous faire changer votre manière de penser, et ça va vous faire avancer. Le ray tracing, voilà, on peut se dire, voilà, c'est un sujet assez complexe, on ne saurait pas trop par quel bout le prendre, mais en fait, ça s'avère que c'est très riche. Mais faire un ray tracer de base, c'est pas si compliqué que ça. Et on va voir un petit peu toutes les recettes, tous les ingrédients de base, pour faire un petit ray tracer qui est capable de faire des rendus comme celui-ci. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est des matériaux diffus, un bloc en verre, un bloc en brouillard, et un modèle un petit peu plus complexe avec la tête de singe. Donc, je vais essayer de vous faire un tracer. Et donc, moi, pour apprendre, voilà, il y a des gens qui apprennent, ils prennent des vidéos. Moi, j'adore prendre des livres, mais voilà, pas juste le lire comme ça de bout en bout, le prendre, l'expérimenter, tester des choses différentes. Et je me suis basé sur une série de livres que peut-être certains d'entre vous connaissent. C'est Ray Tracing in One Weekend. La particularité de ce livre, c'est que c'est écrit en C++. Donc voilà, c'est pas juste, je vais lire le livre, je vais faire copier-coller là-dessus, il va falloir se l'imprégner. Et le fait de prendre une base de code existante et de le transformer de C++ en Rust, c'est pas un exercice qui est si direct que ça. Il y a des paradigmes qui sont différents. En C++, on va faire de l'héritage, des fonctions virtuelles, etc. Donc on trouve des choses similaires en Rust, avec des traits, mais on a certaines limitations. Parfois, il faut redesigner, repenser les choses pour s'y prendre. En C++, on a des null pointers. En Rust, heureusement, on n'a pas ça. On a des options propres et du form. Donc voilà, il y a quand même un petit travail d'adaptation pour le réécrire en Rust. Et je trouve que ce travail, il est intéressant parce que ça permet de comprendre. Voilà, on ne peut pas juste copier ligne à ligne. Non, il faut comprendre vraiment ce qu'on fait et pouvoir le penser et le réécrire en Rust. Donc voilà, c'est cette expérience que nous allons communiquer. Déjà, qu'est-ce qu'un ray tracer? Alors, c'est ma petite définition maison, elle n'est pas du tout officielle. Donc, pour moi, un ray tracer, c'est faire des images de synthèse qui sont basées sur de la physique, du rendu physique, et notamment sur le fait qu'on modélise le parcours de la lumière et un principe du parcours inverse de la lumière, c'est-à-dire que si un rayon il prend un certain chemin pour aller de la source à l'œil, en fait, je prendrai le même chemin pour aller de mon œil à la source. Ça, c'est important dans cette notion dans cette radio. Donc dans cette scène, on va voir des objets qui vont avoir des géométries diverses. Donc là, c'est des géométries assez simples. Donc juste des sphères, des plans, etc. Mais ça peut aller jusqu'à des géométries beaucoup plus complexes avec des maillages de triangles, voire même des choses encore plus poussées, des courbes si on veut modéliser voilà, des moquettes, des poils comme on peut avoir dans les Pixar, etc. Donc ces objets géométriques, ce n'est pas simplement des formes, ils ont des propriétés physiques, ce qu'on appelle un matériau. Et ces propriétés physiques vont influencer sur le parcours de la lumière avec différents phénomènes. On va parler de diffusion, de réflexion, de réfraction, etc. J'espère que ça ne vous fait pas trop un PTSD des cours de collège. Voilà. Il y aura un petit peu de maths, mais l'idée, c'est des choses assez simples, de la trigo assez basique. Ce n'est pas de rentrer, mais c'est plutôt de comprendre les concepts qui sont derrière. Alors, il y a ray tracing et ray tracing, ou plutôt ray tracing et path tracing. Ce que vous voyez là tout à droite, c'est la rasterisation. C'est en gros, quand vous faites de l'OpenGL, du Vulkan ou OGRL, etc., toutes les cartes graphiques depuis une vingtaine d'années, elles sont championnes pour faire ça avec du calcul massivement parallélisable. Et donc, d'une certaine manière, on est capable d'émuler un certain nombre de réflexions. Donc là, on voit qu'il y a des lumières, elles sont réfléchies dans le casque,
mais en fait, c'est plus une illumination globale. On ne va pas voir s'il y a d'autres personnages dans la scène, on ne le verra pas avec des techniques de rasterisation parce que c'est trop coûteux de le faire en temps réel pour du jeu vidéo, même si ça commence bien entendu à changer. La première étape, c'est le ray tracing, et le ray tracing, il va nous permettre de simuler des choses de la réflexion et des réfractions assez simples, mais avec un nombre de rayons assez limité. Et donc, on va voir des parcours directs jusqu'à la lumière, et donc on va avoir des détails, des réflexions un petit peu plus riches, mais on est encore un petit peu loin de la vérité, parce que autant avec le ray tracing, on va avoir le parcours direct, autant en fait, si on regarde un éclairage réel, ben, la lumière, elle se diffuse partout, il y a des effets de réflexion beaucoup plus complexes, et si on veut essayer de se rapprocher de ça dans une simulation, on est ce qu'on appelle dans un path tracer, qui aussi arrive dans les cas graphiques, mais qui est encore plus coûteux en termes de calcul que le ray tracing et la rasterisation. Aujourd'hui, le ray tracer que l'on fait est en réalité un path tracing. Ça va donner un rendu qui est assez réaliste, parce qu'on va simuler pas mal de chemins à la lumière, donc on va avoir des effets assez subtils. Par contre, ça va être très coûteux en temps de calcul, et bien entendu, on ne va pas faire du temps réel. Du moins, pas dans cette première mouture. Ray tracing et path tracing, je vais vous le montrer après dans une illustration. L'idée du ray tracing, c'est, j'ai mon viewer là, ici, j'ai mon image, et je vais lancer un rayon de A vers C pour savoir qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que ça cogne. Là, ce que je vois, c'est cette sphère rouge. Pour déterminer son illumination, en fait, je vais tirer des rayons vers mes sources de lumière, Light 1 et Light 2, juste un seul rayon. Et je vais dire, dans le cas de Light 1, oui, ma lumière 1 vient éclairer mon point C. Donc, il va apporter une contribution potentiellement visible depuis mon viewer A en fonction de son matériau. Le Light 2, lui, par contre, on voit il y a une occlusion. En fait, la lumière, ce qui nous permet de voir le lancer rayon, c'est que la lumière, elle n'est pas visible depuis le point C. Donc, dans ce cas-là, le Light 2 ne va pas contribuer là-dessus. Ça, c'est un algo originel. Je crois que ça date des années 70-80. Il y a eu une première version du ray tracer qui fonctionnait sur ce principe-là, de j'envoie un rayon, paf, une fois que j'ai un rayon, j'envoie un rayon vers mes sources de lumière. Et avec ça, on peut faire des choses assez sympas, avec des réflexions qu'on a vues. Mais on va être assez vite limité. Parce qu'en réalité, on a des sources de lumière qui peuvent être beaucoup plus subtiles. Peut-être que ma lumière 1, en fait, elle va rebondir sur la boule rouge, qui va rebondir là, peut-être qu'ici c'est un miroir, etc. Et donc pour explorer ça, il va falloir non pas seulement relancer un rayon direct vers la lumière, mais il va falloir venir explorer d'autres possibilités pour voir en fait des sources, des contributions un petit peu plus secondaires. Je fais une petite animation processing. Alors on ne voit pas forcément très bien ici. Donc le petit carré en bas, c'est ma caméra, et en vert, peut-être vous le verrez mieux ici, je sais pas. En vert, c'est ce qu'on pourrait appeler notre film, au sens notre pellicule. Voilà. Et en fait, ma simulation, je lance des rayons et je vais venir colorer, etc. Et donc là, je suis en mode ray tracing, puisque comme vous voulez voir, je lance un rayon donc vers ma sphère et je balance directement le shadow ray vers ma lumière. Ça, c'est ma lumière blanche. Et ça me permet de déterminer une couleur. Et on voit, voilà, il y a un petit dégradé qui vient du fait que plus je suis en angle incident, moins l'apport de lumière est grand, ce qui permet de rajouter des nuances. Mais par contre, ce qu'on voit avec cette technique-là, c'est que quand je vais taper ici, je suis dans une zone d'ombre, et ce qu'on appelle en photographie une ombre dure en fait. En réalité, d'un rendu un peu plus réaliste, l'ombre serait un petit peu plus douce, puisque même si le rayon direct ne passe pas, il y aurait d'autres rayons lumineux qui viendraient éclairer la zone. Donc on voit un petit peu les limites. Là, c'est à peu près la même simulation, mais en path tracing, où je vais envoyer des rayons, mais de façon un petit peu plus aléatoire. Donc là, j'envoie un rayon, etc. Mais on va voir qu'il y a certains rayons qui ne vont pas aller, et certains rayons qui vont aller vers la cible. J'ai volontairement grossi la lumière, parce qu'avec cette approche de path tracing, autant avec le ray tracing, un point ça suffisait, puisqu'on avait toujours lancé le rayon direct, donc on ne pouvait pas le louper. En path tracing, on va lancer les rayons de façon un petit peu plus aléatoire. Donc si le truc, la lumière n'a pas de surface, n'a pas de volume, toujours elle aura une probabilité nulle de l'atteindre en fait. Donc il faut que les lumières soient aussi physiquées, aient un volume ou une surface physique, pour que je puisse probabilistiquement les atteindre. Et donc ce qu'on peut voir ici, c'est que ça ne marche pas
forcément super bien, puisque des fois, pour une même zone, je vais avoir un pixel coloré et des fois un pixel noir. C'est ce qu'on va appeler de la variance. La solution, elle est un petit peu plus bourrine, c'est-à-dire si maintenant, allez, je m'autorise à envoyer beaucoup plus de rayons, et bien j'ai des choses beaucoup plus intéressantes, et surtout, si je relance plusieurs fois le même rayon, ben j'ai moins de variance, c'est-à-dire j'ai plus souvent le même résultat. Donc tout le jeu d'un vrai ray tracer, c'est d'arriver à être proche de ce résultat, mais avec le moins de rayons possible. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un ray tracer naïf. On va envoyer des rayons dans tous les sens, on va espérer que ça touche. C'est l'étape après pour vraiment le rendre un peu plus production ready. Mais déjà faire ça, c'est pas mal, et on peut faire pas mal de choses, puisque c'est du rendu offline, donc je peux balancer. Et donc là, ce qu'on peut voir, c'est que sur ma zone d'ombre, ici, ben en fait, j'ai pas mal de rayons indirects que je ne pouvais pas simuler. Et donc sur ma zone centrale, ben, j'ai des ombres qui sont beaucoup plus douces. Quelques prérequis. Donc bien entendu, on est là pour parler du Rust. Je vais pas expliquer voilà, pourquoi on fait ce ray tracing en Rust. Ben, on adore Rust, Guillaume nous l'a dit. Mais c'est aussi, je trouve, c'est un langage qui est excellent pour reprendre des fondamentaux. Voilà, le C++, oui, c'est bien, enfin, ça des qualités, mais moi, ça ne me donne pas envie de me poser et de faire ça. Rust, c'est vraiment un langage qui me donne envie de reprendre ces fondamentaux et de les reconsolider. Et donc, pour faire un ray tracer, mais il faut générer des images. Dans la version originale du bouquin en C++, bon, ils génèrent, je crois, non pas du PNG, mais du PGM, parce que c'est un format texte d'image. Je me suis donné la liberté de prendre directement des crates, puisque la grande force de Rust, ben, c'est quand vous rajoutez quelque chose, on met une crate, c'est pas en C++, où il faut jouer les chaînes de compilation et faire les trucs. Donc pour la génération d'images, suspense, petit indicateur de progression, petite crate sympa qui s'appelle indicatif, ça nous permet de faire un loader en ligne de commande, donc c'est assez pratique. Et comme on va faire du parallélisme, on va utiliser rayon, pas d'intended. Alors, donc pour générer une image, on va avoir une boucle de rendu. Donc ça va être une fonction render, elle va prendre un world, un table, on ne sait pas encore ce que c'est, mais ce qui nous intéresse, c'est le type de sortie, c'est un RGB image. RGB image, c'est une structure fournie par image qui nous donne une crate RGB. Et pour commencer, donner un petit feedback à l'utilisateur qui attend bêtement devant son écran que le rendu fasse, on va utiliser donc une progress bar fournie par indicatif. Et tout simplement, on va mettre le nombre de pixels calculés, donc on multiplie la largeur par la hauteur. On visualise une image. Et là, il y a un truc qui est très sympa avec Rayon, c'est qu'il y a une feature flag qui va nous permettre d'itérer sur tous les pixels de l'image pour faire des calculs par pixel de façon parallèle. Et lui va s'occuper de gérer le pool de threads de façon optimale, c'est-à-dire en se basant sur le nombre de cœurs de votre CPU. Mais voilà, sans gérer ce code bas niveau, je fais un pari numérique pixel mu, et ça me permet d'avoir la coordonnée pixel I et J, et un pointeur vers ce pixel vers lequel je vais pouvoir écrire ma couleur. Oh, maintenant là-dessus, je pars d'une couleur de pixel qui est initialement noire, puis je vais avoir un certain nombre de samples par pixel. Ça va nous permettre, je vais appeler une fonction railColor qui va nous donner une couleur, je vais l'accumuler, et à la fin de ma boucle, je vais faire la moyenne, c'est-à-dire que là j'ai fait une somme et je divise par le nombre en fait de rayons que j'ai lancés, ça me permet d'avoir. En faisant la moyenne de ces lancers de rayons, je vais avoir notre couleur. On va revenir là-dessus, hein, sur vraiment quel sens physique ça a de faire ça. Et si on a ça, tout simplement avec RGB image et le pari numérique pixel, je suis capable de générer une image PNG. Et après c'est facile avec image de la sauver en JPEG, en PNG, en whatever pour la mettre dans votre file system. Donc premier règlement, on fait des images. On a besoin ensuite de faire des calculs avec des vecteurs et de faire des calculs avec des couleurs. Donc, ça serait pas fun, ça j'ai trouvé plutôt fun de autant implémenter l'image, ça me donne pas dessus, autant réimplémenter un peu ces algos de base sur les vecteurs, je trouvais ça assez fun, donc je me suis prêt à l'exercice. Vous avez N, si vous voulez faire ça dans la vraie vie, faites pas comme moi, utilisez NAlgebra ou CGMath qui est fait pour ça. Un choix qui a été fait, c'est de dire, voilà, est-ce que les vecteurs 3 et les couleurs, c'est la même chose? Techniquement, c'est 3 flottants, ça peut s'additionner, ça peut se diviser, il y a plein de choses en commun.
est-ce que j'ai envie que ça soit le même objet? Ben, j'ai dit non. Un vecteur et une couleur, ça ne sera pas la même chose. Dans certaines implémentations de ray tracer, on peut aller même encore plus loin. On peut dire par exemple les points, les vecteurs, c'est même pas la même chose parce qu'on n'a pas envie de les mélanger, même pour les normales. Donc c'est un choix. Et Rust intéressant parce que on peut avec le type system modéliser finement le problème. Donc j'avais quand même envie de mutualiser mon code. Donc le choix que j'ai fait, c'est des macros procédurales. J'ai essayé avec des traits, mais faire des traits pour éviter du code, c'est un idiome un petit peu à l'ancienne. Voilà. Mais je trouvais la solution la plus simple et pragmatique, c'était de faire une macro procédurale. Donc très rapidement, je vais définir une macro rule, j'ai appelé ça avec imple. Et en fait, c'est une macro qui est très simple, elle va juste prendre un identifiant et générer une structure pour cet identifiant et tout un certain nombre d'opérateurs connus pour additionner, multiplier des vecteurs composant par composant, etc., etc. Je vous en passe. Donc Rust, très, très sympa pour ça. Qui dit ray tracer ou path tracer, il faut des rayons. Et un rayon, hop, on peut le voir comme une demi-droite. Donc il nous faut une origine. Il nous faut un vecteur qui va nous donner la direction. Et ensuite, on peut le voir comme une équation qui, pour un temps, va nous donner un point final. On modélise ça en Rust de cette façon suivante. Donc, on utilisait notre vec3 pour une origine et un vec3 vers la direction. J'ai fait à certains moments, là je ne l'ai pas mis, un type alias, à défaut de faire un nouveau type. J'ai fait un type alias pour point. Donc techniquement, c'est des vec3, mais ça permettait de différencier. Donc ça, c'est une fonction utilitaire pour la point. J'accélère un petit peu. Donc lancer de rayon, c'est un principe qui n'est pas nouveau. On va voir comment on modélise ça avec notre caméra. Donc pour positionner une caméra et représenter un rendu dans l'espace, il nous faut une position, un log from, qui est un vecteur. Il faut nous regarder une cible, un angle de vue et une distance focale. Donc on va le voir là-dessus. Donc mon log from et mon log cat, ça me permet de donner une direction. Ma distance focale va me permettre de dire, de voir là-dessus. Et mon angle de vue va me permettre en fait de définir un plan dans l'espace. Alors là, vous allez me dire, oui, non, c'est pas un plan, c'est de la 2D. Mais en fait, comme on va définir aussi un ratio d'aspect, en fait, on est capable, ce plan de rendu, de le positionner dans l'espace. Et si on est capable de le positionner dans l'espace, on peut envoyer des rayons dessus. Donc, la petite animation, elle vous montre. Donc, le point A, c'est mon look from. Et en fait, quand je vais vouloir générer une image, l'approche la plus simple, c'est de tirer un rayon depuis mon origine vers le centre de ce pixel-là. Et après, on va voir le reste de l'algo qui va nous permettre de donner la couleur du rayon. Et ce que va me donner en fait ma sonde que j'envoie va me permettre de colorier ce pixel-là. Cette approche-là, elle est un petit peu naïve. En fait, on va vite avoir des effets d'escalier, puisque si on a un pixel qui tape sur une géométrie et une note qui tape dans le vide, en fait, on va avoir cet effet-là. Donc si on veut un petit peu une façon de faire l'anti-aliasing, c'est-à-dire d'éliminer en fait cet effet qu'on peut voir là, une astuce, ça va être de prendre plusieurs échantillons. C'est-à-dire qu'au lieu de tirer au centre d'un pixel, en fait, pour un même pixel donné, je vais faire plusieurs tirs. Et à chaque fois que je vais faire un tir, je ne vais pas prendre le centre, mais je vais me déplacer un petit peu là. Et en fait, ce qui va faire que si je suis sur une frontière, en fait, sur ce pixel-là, je vais avoir une couleur qui va être un peu dégradée entre ce qu'il y a derrière et ce qu'il y a là-dessus. C'est bien entendu pas la seule technique d'anti-aliasing, mais ça a le mérite de fonctionner et ça va bien se marier avec tout ce qu'on va faire plus tard. Si on a du temps, mais plutôt après, je pourrais vous montrer le code. Ce qui est plus intéressant, c'est les principes. Donc, on sait faire des images, on a une caméra. Maintenant, il nous faut des formes, des géométries, puisque tout simplement, il faut que je puisse constituer une scène, et quand je vais lancer mon rayon, de dire quel objet de touche, quel objet est visible depuis moi, observateur. Pour commencer, on va dire le Hello World du ray tracing, c'est la sphère. Mais on va se doter d'une abstraction, puisqu'on a envie de pouvoir modulariser, de dire aujourd'hui c'est une sphère, demain je vais faire un maillage de triangle complexe, je n'ai pas envie de réimplémenter tout mon algo. Donc on va parler d'une abstraction de e-table, c'est-à-dire quelque chose qui peut être touché par un rayon. Donc un e-table, c'est quelque chose qui va être capable de nous fournir des informations lorsque je vais tester mon rayon dessus. Il va nous dire, tiens,
t'as pas touché, ou alors si tu as touché, tu as touché à cet endroit, avec tel normal, etc., etc. Tout un certain nombre d'informations qui vont être fournies. On ne connaît pas le détail de comment c'est fait, mais ça va permettre au reste de l'algorithme de fonctionner. Le trait itable, il est assez simple. Il a une méthode it, il va prendre un rayon et un intervalle de validité de son rayon, et il va nous donner peut-être un hit record. Hit record, on va voir ce que c'est juste en bas, et une bounding box, qui est une AABB, une Axis Alignment Bounding Box, c'est tout simplement une boîte englobante. Ça va être quand on va faire des index spatiaux, ça va être très pratique d'avoir une idée globale de l'empreinte sans connaître le détail de la géométrie. Un hit record, passons en revue rapidement ce qui peut être intéressant. Tout simplement, on touche une géométrie, on a envie de savoir où est-ce que ça touche. Donc tout simplement le point P, le point de contact. La normale va être très importante dans tout ce qui va être équation d'illumination. Donc dès qu'on fait du rendu graphique, on a des normales locales au point de contact. Le T, ce qu'on appelle le temps rayon, il va être aussi utile. C'est intéressant de savoir au niveau de l'équation du rayon qu'on a vu, à quel T on touche. U et V, ça va être intéressant quand on fait du texturing. C'est de savoir, voilà, si je suis en train de toucher, je balance là-dessus sur un damier, le U et le V, ça me permet de savoir où est-ce que je me positionne sur une texture pour colorier éventuellement le pixel différemment. Front face, si je suis dans une sphère, potentiellement je peux la toucher de l'extérieur, mais aussi je pourrais, pour une raison ou une autre, la toucher de l'intérieur. Et c'est intéressant de le savoir puisqu'il y a certains matériaux, comme les diélectriques, tout ça, qui vont fonctionner différemment. Et petit couplage, mais acceptable, je pense, pour un héritage sans maison, c'est que le hit record et finalement le hitable portent l'information du matériel. Donc le hitable, ce n'est pas simplement une géométrie, c'est une géométrie qui a été associée à un matériel. On va revenir après sur le matériel. Donc, représentation des sphères, si on pose l'équation, nanana, c'est une équation du second degré, je vous épargne les calculs, mais ce qui est juste intéressant à voir, c'est que si on fait ça, on intersecte une sphère, on va avoir en fait plusieurs approches, plusieurs types de résultats. Soit ça ne touche pas, et donc à ce moment-là, on n'a pas de solution. Soit ça touche généralement à deux endroits. Donc je vais avoir mon point de contact, ça va être assez simple de calculer. Et pour calculer la normale, en fait c'est très très simple. Je pars du centre de ma sphère, ou de mon cercle en l'occurrence, et je le prends jusqu'au point de contact, et je vais obtenir très facilement une normale. Un cas un peu aux limites, mais j'arrive pas à l'atteindre, c'est qu'en fait si vraiment on touchait au bord, on aurait juste une seule solution. Et donc là où le temps rayon est intéressant, c'est qu'il faut prendre celui qui a le temps le plus faible, parce que quand je vais tester l'intersection, je ne vais pas tester à l'autre bout de la sphère, je vais tester celui qui est le plus proche de l'observateur qui a lancé le rayon. Voilà, une sphère, c'est un centre, un rayon, un matériel, puisqu'on a dit que c'était porté par le hitable. Et donc on va faire venir l'implémentation de hitable pour la sphère. Pareil, je vais rester focus sur la présentation. Le temps passe très très vite. Donc, on a une caméra. On sait générer des images. On a des objets. Mais avoir un seul objet, ça ne suffit pas. On va avoir une structure assez simple qui est le hitable list. Ça va nous permettre de représenter ce thème. Donc, un hitable list, c'est tout simplement une liste d'objets hitables. Donc, si je veux implémenter hitable pour elle-même, donc ça me implémenter cette fonction hit, je vais l'implémenter de façon assez naïve. Donc, il va me falloir avoir le hit record de ce que j'ai touché le plus proche dans ma liste d'objets et de connaître quel est le temps rayon le plus proche. Au début, je parle de mon rayon T max. J'ai encore testé aucun objet. Puis tout simplement, je vais itérer et je vais dire OK, prenons ce premier objet, je vais appeler par délégation sa méthode hit pour voir si j'ai quelque chose. Donc le if let sum de Rust, je trouve qu'il est assez simple et élégant pour faire ce genre de choses. Donc si j'ai un record, je vais prendre ça et je vais stocker, je vais dire maintenant c'est ce record-là. Et là où il faut prêter attention, c'est ici, c'est le closest so far, c'est que chaque fois que je fais un hit sur le prochain objet, j'ai réduit en fait mon temps pour tester les choses qui sont plus petites. En gros, si ça touche, mais ça touche plus loin que là-dessus, mais en fait non, c'est que c'est derrière et ça ne m'intéresse pas. Voilà. Problème de cet algo, c'est qu'il n'est pas scalable, on est en temps linéaire, donc si j'ai une scène de 1000 objets, il faut que je fasse 1000 itérations, si j'en fais 1000, etc. Donc il y a des façons beaucoup plus smart de faire ça, pour éventuellement en parler.
La dernière grande brique manquante, c'est cette notion de matériaux. Les matériaux, en fait, ça va venir de la physique. Donc on va avoir des matériaux qui vont être des lumières, qui vont faire de l'émission de lumière. C'est ce qu'on peut voir ici, dans la Cornell Box, où on peut parler un peu de lumière, de luminosité ambiante. C'est en fait le fond qui est légèrement dégradé ici. Ensuite, on va avoir des matériaux, et on va dire il y a 3 grandes familles. Des matériaux qui vont être diffus, ce qu'on appelle les matériaux mat. On les voit ici sur la Cornell Box. Donc ben, voilà, c'est tout ce qui ne réfléchit pas à la lumière. Donc tout sauf ce tableau, on peut dire que c'est à peu près mat. Par contre, le tableau lui-même, on voit qu'il réfléchit, donc il est un peu spéculaire, il se comporte comme un miroir, c'est-à-dire. Donc lui, ça ne sera pas diffusif. La réflexion à friction. En réalité, dans la physique, ben, les matériaux, c'est un petit peu tout ça en même temps. Mais nous, pour faire simple, on va faire des catégories un peu différentes. On va passer ce slide, on y reviendra plus tard. Retenez juste Monte Carlo, c'est sympa parce que ça permet de calculer ces intégrales compliquées juste en faisant des moyennes. En fait, tout à l'heure, je vous ai montré la boucle de rendu, on fait une moyenne. Là, cette équation, elle n'est pas si compliquée que ça. Elle dit que la luminance, ce que je vais observer depuis moi, ça va être la lumière émise par ce point, s'il en émet, et je vais regarder, je vais prendre l'ensemble, une intégrale, c'est de toutes les contributions de lumière qui sont arrivées sur ce point et qui ont été potentiellement réfléchies vers moi. Et en fait, cette fonction f, ça va être la caractéristique de ce matériel-là qu'on va pouvoir modéliser. Et donc ça, c'est impossible à calculer de façon analytique, hormis dans des simples très très simples. Donc nous, on utilise une solution, ce qui va permettre d'estimer cette intégrale, et qui est l'estimation Monte Carlo. Et en fait, quand on va faire nos lancers de rayons et qu'on va faire des moyennes, implicitement, on calcule ça, et donc c'est un sens physique puisqu'on essaie d'estimer ça. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Il y avait 2 approches de design. Donc on pouvait créer un seul matériau qui combinait un petit peu tout ça et qui faisait la méthode F. C'est, je pense, que font les ray tracers, on va dire, au niveau professionnel, c'est là où il y a le plus de souplesse. Mais pour suivre un petit peu le cheminement du livre, je suis parti sur une approche qui est peut-être plus pédagogique, peut-être moins souple, mais se dire, je vais créer un trait et je vais décliner plusieurs implémentations pour représenter les diffus, les métaux et compagnie. Donc c'est ce qu'on va voir là ce soir. Un matériel, donc dans l'abstraction, le trait, il peut émettre une lumière, ou il peut, on va voir, scatter, c'est-à-dire diffuser un rayon. Donc quand je vais venir l'interroger. Donc le matériau diffus a la particularité que si j'envoie un faisceau de lumière, il diffuse, c'est-à-dire que ce faisceau, il va éclater, il va éclairer là-dessus. Ça veut dire que moi, quand je l'observe, et je veux savoir, tiens, quelle est la couleur de ce matériau diffus, ça veut dire que toutes les lumières possibles ont pu l'éclairer. Donc, quand moi je vais vouloir en ray tracing chercher là-dessus, c'est-à-dire que les rayons, je vais potentiellement les envoyer dans toutes les directions, puisque c'est toutes les lumières possibles à l'exploration, ce qui ne sera pas le cas d'un matériau réfléchissant. Donc là, on reprend la petite simulation. Donc j'ai toujours mon fil, etc. Donc quand je vais faire du lancer de rayons sur un matériau diffus, je vais envoyer des rayons. Et ce qu'on peut observer potentiellement, je ne sais pas si vous le voyez très bien malheureusement, c'est qu'il y a quand même plus de rayons qui sont envoyés vers les normales hautes en fait. Sur les côtés, il n'y en a quasiment pas. Et en fait, ça permet en faisant comme ça de tenir compte que les lumières qui s'arriveraient en angle rasant auraient moins d'impact. Donc plutôt que de balancer partout et après de pondérer par ce fameux cos θ, si j'envoie en fait, si dans mon sampling j'envoie moins de rayons, ça va revenir au même, mais du coup c'est plus économe en rayons. Voilà à quoi ça ressemble. Et en fait, si on regarde, en fait, je vais juste prendre mon scatter, j'ai un rayon qui arrive, et en fait, je vais tirer un rayon aléatoire et créer un nouveau rayon. C'est aussi simple que ça. Donc ça c'est une astuce pour générer la distribution avec ce fameux cosinus θ, mais grosso modo, voilà, on envoie des rayons dans tout l'hémisphère. Et il y a une notion d'atténuation, donc en plus, on le module par la couleur intrinsèque, l'albédo du matériel. Et on renvoie le rayon là. Allez, on fait une petite démo.
Donc ce qui est super cool avec Rust, c'est qu'on peut l'embarquer, on peut faire du WASM, et donc on peut le mettre n'importe où, et donc on peut le mettre dans un petit navigateur et pour faire des rayons comme ça. Donc ça, j'ai une API TypeScript qui utilise mon ray tracer et qui me permet de faire là-dessus. Et donc là, on a l'exemple en fait d'un matériau qu'on appelle lambertien, c'est-à-dire un matériau mat. Et voilà, si par exemple je mets un petit peu plus de composantes rouges, je vais avoir des choses comme ceci. Ce qu'on peut voir, c'est que l'affichage est très bruité. Donc c'est un peu une des limitations du path tracing. Bon, il y a des algos complexes pour améliorer ça, mais là, pour aller vite, c'est si j'augmente le nombre de samples, je vais avoir des choses un petit peu plus clean. Et si je pousse encore un petit peu et que je passe à 500, là, je vais avoir un temps de rendu qui est potentiellement plus long, mais avec beaucoup moins de bruit. Enfin, le cœur de l'algo, vraiment du ray tracing, c'est de calculer cette fameuse couleur de rayon. Donc vous vous souvenez, notre caméra, elle balance des rayons, et on faisait appel au ray color. Le ray color, le ray tracing, c'est un algorithme qui est fondamentalement récursif, en fait, et ça n'a pas changé depuis les années 80. Donc il est récursif, donc on prend une profondeur max, ou plutôt là, elle est décomptée. Et donc, première étape, récursivité, le cas terminal, c'est si on atteint une profondeur de 0, on est allé trop loin dans le calcul, et donc on va renvoyer une couleur noire, c'est-à-dire le 0 en termes de couleur. Ensuite, on va interroger notre monde, et on va dire, est-ce que mon rayon touche quelque chose? Donc là, on a un let some else, qui permet de dire, donc si j'ai un record, un hit record, je vais continuer. Else, sinon, je vais pouvoir faire un early exit. Et donc, si je n'ai pas touché dans ma scène, éventuellement, ma lumière de background va me donner une couleur. Et à ce moment-là, j'ai un early exit. Sinon, je continue, c'est-à-dire que j'ai touché quelque chose. Si j'ai touché quelque chose, ce quelque chose est un matériel. Est-ce que ce matériel émet une lumière, oui ou non? S'il n'émet rien, en fait, j'aurai une couleur noire, et quand je l'additionnerai, ça sera un OP. Et enfin, là où c'est intéressant, c'est que je vais aussi tester, est-ce que mon matériau, il scatter, il va diffuser mon rayon? Si il ne le fait pas, j'ai juste une couleur d'émission, et je m'arrête là, early exit de nouveau. Sinon, je m'appelle récursivement, avec le nouveau rayon qui a été diffusé, et avec une profondeur -1, et je continue, et je modularise cette couleur par mon atténuation. Et c'est tout. La beauté de cet algorithme réside dans ces étapes assez simples. Et comme ceci, en fait, récurremment, je vais arriver, je vais pinguer un matériel, ce matériel va diffuser, je vais continuer mon rayon, etc. Et en fait, comme je vais le faire plusieurs fois au même endroit, grâce à la magie de Monte-Carlo, en fait, je vais permettre d'intégrer, de mieux estimer l'illumination globale, en fait, de ce point que je suis en train de viser. Et je fais ça pour tous mes pixels, et j'ai quelque chose qui permet d'avoir des rendus corrects. L'approche classique dans les ray tracers, elle est tout à fait valable, c'est de dire je fais une scène, je fais un format de scène, et je le charge, etc. Mais pour le coup, j'ai envie de faire un petit peu différemment. Je pense qu'à l'époque, je m'amusais pas mal avec Pico 8 et Picotron, et en fait, il y a une API Lua, et Lua, c'est un langage, voilà. Il a ses qualités, ses défauts, mais pour hacker, c'est assez sympa. Et donc, je trouvais ça sympa de dire, plutôt que de faire un format de scène, je vais me faire une API Lua. Comme ça, je vais pouvoir faire mes petits scripts de scène, puisqu'au début, je n'ai pas beaucoup de modèles, etc. Donc, si je veux faire des books, faire du procédural pour tester, bencher mon thirst, c'est un petit peu. Et donc, j'ai fait du même Lua, qui est très sympa pour faire ça. Et plus tard sont venus les besoins de la démo de faire du WASM, donc WASM by Gen. Donc, vous aurez des talks très intéressants pour voir ça dans le détail au Meetup Rust. Moi, je me suis autorisé pour cette partie-là à utiliser l'IA parce que c'est quand même beaucoup de boilerplate. C'est bien à faire au début pour comprendre comment ça marche. Après, quand il faut porter toute l'API, c'est un usage que je trouve légitime des LLM. Pour tout le reste, j'ai essayé d'éviter pour vraiment essayer de mémoriser les algos, les intégrer, on va dire. Donc voilà à quoi ça peut ressembler. Ça ressemble pas mal à ce qu'on a vu en WASM. Je crée mon eatable list, je crée mes matériaux, je rajoute dans mon eatable list là-dessus. J'initialise ma caméra, et après je fais un rendu, etc. Donc là, j'ai le pouvoir, si je veux faire une boucle pour générer 10 sphères, je peux le faire facilement avec du procédural. Je crois qu'on a dépassé, mais... Ok. Donc sur ce principe-là, on peut faire des
des métaux, mais après, voilà, on a appelé l'apéritif et on aura l'occasion d'en rediscuter. On peut simuler sur ce même principe des métaux. Donc là, au lieu de diffuser, ben, je vais faire une réflexion qui va être plus ou moins parfaite. Donc le métaux parfait, ben, on a déjà là. Donc on a vraiment quelque chose de très géométrique, très symétrique. Mais si on met un petit peu d'aléatoire, ben, on va avoir des choses un petit peu plus polies et pouvoir simuler des métaux flous. Exemple de rendu, donc avec 3 billes métalliques, avec différents niveaux de flou. Et enfin, les diélectriques. Donc, ben, c'est dès qu'on a de l'eau, enfin, dès qu'on va changer de l'air à l'eau, etc., ou on veut simuler du verre, etc., ben, on tombe sur des équations de diélectrique. Ce qui est intéressant à voir, voilà, c'est qu'en fonction de quel milieu on va, on peut avoir un phénomène de réflexion totale. Donc là, on voit en fait le rayon, ben, typiquement, si j'envoie un rayon dans l'eau, on va avoir ce genre de choses. Mais si à l'inverse, j'ai un rayon, on va le voir, j'inverse les matériaux, si je partirais de l'eau et que je le lancerais dans l'air, on voit qu'à un moment, il se passe un truc, c'est que la réflexion est plus possible, on a une réflexion totale, en fait. C'est pour ça que sous l'eau, en fait, on a un effet miroir, donc on est capable de simuler ça. Et donc, si on met ça en code, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, on est capable de simuler soit la réfraction, soit la réflexion, pour donner ces effets-là. Donc là, le rendu, c'est avec différents indices de réfraction. Enfin, on simule, on fait porter par le matériau. Traditionnellement, on a de l'air et on a le matériau environnant dans lequel on va. On a des indices différents. Là, pour simplifier, c'est le matériau qui porte ce rapport par lui-même. Et on peut faire voilà, des choses comme ça et jouer. Et donc, ce qui est intéressant à voir, je vais essayer d'améliorer un petit peu le rendu. Là, on voit sur celui-ci qu'on a un petit peu de réflexion. Donc, en fait, cette bille-là, elle est réfléchie ici. Et donc, grâce au path tracing, ben, on est capable de faire ces effets assez complexes. Je vais m'arrêter là. Je vais sauter mon niveau hiérarchie. Donc ça, c'était si j'allais trop vite, mais j'y croyais pas trop. C'est une façon un peu plus smart de ne pas faire cette itération sur toute la scène. C'est aussi intéressant. Donc, ce projet, donc, ça m'a permis de démystifier le concept de ray tracing, de voir que ben, le path tracing, c'est récursif. C'est pas si simple que ça si on doit le mettre sur des GPU. Donc Rust, c'est un super langage pour exercer, apprendre, consolider les fondamentaux. On a de la performance du C++, mais beaucoup plus de modernité, notamment si on veut des libs tierces. Voilà, manger du Rust, c'est bon. Enfin, faites du Rust surtout. Donc les évols par rapport à ça. Il y en a que j'ai eu le temps de faire, par rapport à la toute première fois où j'ai présenté ce Talk Monkey Patch. Donc c'est implémenter des maillages de triangles. J'ai une version voilà, qui marche pour des modèles simples. Le gros bloc qui mériterait un talk là-dessus, c'est d'améliorer en fait les stratégies d'échantillonnage. Là, le path tracer, il envoie des rayons dans tous les sens, il s'en fiche. En fait, c'est pas très efficace parce que si j'ai une petite lumière là et que je veux diffuser, ben, la chance que je l'atteigne par hasard, elle est très très faible. Donc soit, allez, je balance 1000, 2000 rayons et je fais tourner mon truc toute la nuit et j'ai quelque chose là. Ou soit je vais plutôt aller sur quelque chose de hybride entre le ray tracer qu'on a vu au début qui va direct et le path tracing. Donc plutôt que de lancer voilà, là-dessus, ben en fait, quand je vais lancer mes rayons au hasard, je vais essayer d'envoyer un petit peu plus là où il y a le plus de chances d'avoir des lumières. Et donc ça demande un gros refacto, mais on se rapproche de ray tracing, on va dire, plus professionnel. J'ai mis en place aussi du post-processing avec une librairie OIDL. Donc il y a une Kreutz. Donc c'est des algos, on va dire, de data, je pense un peu de deep learning, qui est capable de prendre une image bruitée telle qu'on l'a vue, et en fait de la débruiter. Donc ça permet aussi de réduire en fait le nombre de samples nécessaires, puisque je peux donner une image un petit peu bruitée et avoir un résultat correct. Donc on gagne en temps, globalement en temps. Le gros gap maintenant, ben, ça serait de passer sur une notion de matériel un petit peu plus flexible et de ne plus avoir voilà, les grandes différences, mais d'avoir quelque chose qui est porté par ce qu'on appelle les BRDF, donc je crois les bidirectional reflectance distribution en fonction ou un truc comme ça. Et enfin, le gros gap après, ça serait dire ben, tout ça, ça serait sympa d'arriver à le mettre sur le GPU, mais voilà, ça sera peut-être l'objet d'un, deux, trois autres talks. Je vous remercie si vous avez des questions. Hop. Oui.
tu avais parlé à la fin que tu voudrais intégrer du coup le maillage de mèche, l'intégration de mèche et le maillage de texture, c'est ça? Ou c'est l'inverse? C'était, oui, les mariages, ouais. C'était de faire des modèles, en fait, comme on l'a vu. Ça, donc, du coup, tu verrais la possibilité d'intégrer des fichiers style GLTF ou bien OBJ dans ton truc pour ensuite les rendre via ton API. Tout à fait. Donc, si la question, c'est d'intégrer, voilà, donc, ce que j'entendais par des maillages, c'est d'intégrer, en effet, des points obj ou des GLTF. Donc, moi, je l'ai fait sur les points obj, qui est le format le plus simple. Et en texte, il y a des loaders. Après, c'est un format, il y a plusieurs façons de l'utiliser. En fait, il y a pas mal de conventions. Donc, d'un point de vue Jalops, on n'a pas tout à fait les mêmes choses. Donc, j'ai fait une version assez basique qui va gérer, voilà, plusieurs textures. Et en fait, il faut lui passer les textures additionnellement dans l'API. Il ne fait pas le mapping de lui-même. Enfin, il faut lui fournir un mapping. Donc, j'ai une forme assez crue, assez basique de le faire. Mais on va dire que ça marche. Et j'ai l'algo, en fait, d'intersection et les triangles qui fonctionne. Ce qui était... Et deuxième question, parce que là, c'est la version où tu intègres via ton API du coup, des fichiers. Tu te sentirais suffisamment motivé, genre pour tenter de binder ton moteur avec genre un logiciel de 3D style Blender, pour prendre tes scènes directement depuis le logiciel? Alors, la question, voilà, c'est si je me sentirais, voilà, d'intégrer, par exemple, mon moteur dans Blender, pourquoi pas. Après, honnêtement, c'est super intéressant, mais il y a quand même un énorme gap avec des ray tracers, on va dire, professionnels. Donc là, je continue. Pour moi, c'était un peu le début du chemin. C'est avant tout d'apprendre. Donc, pourquoi pas. Après, je fais vraiment ça pour apprendre plutôt que là-dessus, puisqu'il y a déjà énormément de choses qui existent. Pourquoi pas, on verra. On va dire c'est le voyage qui est intéressant et pas la destination. Bon. Oui. Au début, tu disais que tu avais coupé les matériaux sous forme de traits, que ce ne soit pas tout le bazar en quoi. Finalement, ça avait l'air plutôt utile. Et alors, je ne fais pas beaucoup de Rust, hein, je regarde à peine. Mais de ce que j'en comprends, qu'est-ce qui t'empêcherait concrètement de faire ton matériau composite qui fait un petit peu tout à la fois, comme étant finalement un second trait à côté de tes matériaux tout bêtes, et juste de pouvoir changer de l'un à l'autre ou de venir enrichir tes scènes si tu veux rendre un truc qui est vraiment brille de mille-feux, et puis les autres un peu moins. D'accord. Donc la question, c'est dans ce slide-là, donc j'oppose un petit peu deux approches de design, d'avoir un seul matériau et avec des paramétrés et un trait et différentes implémentations. Et tu soulignes à juste titre que c'est pas forcément antinomique, puisque je pourrais rajouter une structure qui implémenterait ces traits et qui pourrait faire le truc. Et donc, qu'est-ce qui m'en empêcherait? Techniquement, c'est pas le design qui m'en empêcherait. Je pense que c'est plutôt, il y a un background quand même, je vais dire scientifique, mathématique pour faire ça, plus par le matériau. Mais typiquement, effectivement, je pourrais avoir un générique matériel qui prendrait plein de paramètres et qui serait caché derrière cette implémentation scatter. Ça pourrait le faire et du coup, ça pourrait effectivement s'inscrire dans l'architecture existante. Ouais. Et finalement, le travail est presque plus théorique que vraiment la limitation de ce design. Oui. C'était plus sur la manière dont fonctionne le class tracing. Est-ce que c'est obligatoire que les rayons partent de la caméra pour aller jusqu'à la lumière? Est-ce que... Tu ne peux pas envoyer des rayons de deux côtés, par exemple, et qu'ils se croisent? Il y a des variantes, et je crois que c'est les variantes... Alors, pardon, pour la question, c'est est-ce qu'en path tracing, on est obligé de toujours partir de l'observateur de la caméra pour remonter la lumière? Est-ce qu'on peut envisager des approches hybrides qui consisteraient à envoyer d'un côté donc des rayons depuis la caméra et aussi de partir vers la lumière pour savoir si c'est clair? Donc, sans certitude, je pense qu'il y a des approches comme ça. Je me demande si ce n'est pas ce qu'on appelle le ray tracing metropolis. En fait, l'intérêt de faire ça, c'est qu'on peut, en partant de la lumière, voir des zones un petit peu plus qui seraient chaudes. Et du coup, quand on ferait nos lancers de rayons depuis la caméra, on permettrait, voilà, non seulement de tirer vers la lumière, mais de le tirer aussi vers ces zones chaudes. Donc je pense que c'est une stratégie qui existe, qui peut être une façon d'optimiser le path tracing. Oh, pardon. Tu parlais de matériaux, l'air par exemple, ça a tendance à bouger un peu les rayons de lumière. Alors, généralement, on simplifie parce que à courte distance, on ne voit pas la différence, mais là,
à quel point ça tue l'algorithme aussi. C'est-à-dire, en fait, on est tout le temps dans de l'air et on traverse et ça bouge, parce que c'est des tas de micro-gouttes qu'il faudrait que tu mettes dedans. Enfin, comment... Alors, on va le modéliser. C'est un autre type de matériaux qu'on n'a pas parlé, mais qu'on peut deviner ici. En fait, c'est un peu les choses qu'on va voir sur ce qu'on appelle les médias participatifs. Donc là, l'idée, c'est que notre rayon, quand il va traverser ce médium, voilà, il va avoir une possibilité en fait d'être dévié ou d'être là-dessus. Et donc, on va le modéliser en fait par ça. Et donc, on va savoir qu'on va traverser une géométrie. Donc là, le bloc là-dessus. Je vais savoir à quel endroit je rentre, à quel endroit je sors. Et je vais pouvoir dire, plus par exemple, mon rayon est grand, plus je vais avoir une probabilité, par exemple, qu'il soit dévié, en fait, et qu'en plein milieu, il soit là-dessus. Et donc, c'est en jouant sur ces algos de médias participatifs, donc pendant qu'ils vont être là-dessus, qu'on va pouvoir essayer de modéliser ça. Et donc, sur des petites scènes, on ne va pas le mettre, mais si on démodélisait quelque chose avec une atmosphère et de la déformation, là, il faudrait être dans un média participatif et rajouter du calcul là-dessus. Ouais. Donc, a priori, ça peut s'intégrer. Ouais. Oui. Quid des fluides qui ont une forme qui n'est pas solide, c'est-à-dire que je ne peux pas dire bon, là j'ai touché, là j'ai pas touché, parce que c'est un peu, par exemple, du feu ou une fumée. Comment je fais pour l'intégrer en fait à cet algorithme-là et décider, oui, mon rayon a touché le fluide ou pas, et donc je peux lui appliquer tel ou tel effet. D'accord. Donc la question porte sur comment modéliser en fait des fluides qui n'ont pas forcément une forme bien définie. Alors on peut utiliser les médias participatifs dont on a parlé. En fait, ils peuvent être utilisés pour le fait qu'il y ait une forme ou pas. Là, on est plutôt dans la géométrie. Donc finalement, on va le trait table en fait, il ne préconise pas d'une structure forcément. On pourrait soit modéliser finement un maillage de triangle, etc., pour se rapprocher si ça suffit, mais si on est capable de mettre en équation en fait, là-dessus, et qu'on est capable de définir un point de contact et une normale, en fait, tant que tu sais faire ça, même s'il n'y a pas un maillage de triangle, etc., on est capable de le modéliser. Et ensuite, pour les effets de traversée du fluide, on retombe sur cette notion de média participatif si on modélisait des effets un petit peu plus complexes. Après, honnêtement, je n'ai pas creusé plus que ça, donc il y a peut-être des choses plus lisses, mais c'est comme ça, à première vue, que je pense qu'on aborderait ce genre de problématique. Une question simple sur disons le code de l'algorithme en gros, donc toute la définition des types, des algorithmes, ça prend quelle taille, combien de lignes de code à peu près? Là, comme ça, je ne saurais pas dire, mais en fait, c'est pas énormément de lignes de code, et c'est ça qui est assez élégant aussi là-dessus. Donc, c'est une dizaine de fichiers Rust avec quelques centaines. En fait, voilà, là, il n'y a pas énormément de code pour faire tout ça. Par contre, il faut que ce code il soit précis pour que ça marche, en fait. Mais il n'y a pas forcément une énorme quantité. Ouais. Je pourrais regarder tout à l'heure, lancer un lock ou un rewrite in Rust de lock pour qui me dira ça. Tu avais une question? Oui. Non, en fait, je l'ai formé dans ma tête et finalement, je m'en rends compte que ça. Tu en as peut-être parlé, alors maintenant j'ai un peu décroché. Tu t'es intéressé un peu au PBR, au Physically Based Rendering? Oui, d'ailleurs c'est basé sur du PBR en fait. Ouais, d'accord. Donc, du coup, est-ce que tu as regardé les documents? Parce que j'ai vu qu'il y avait deux grands types de PBR. Il y a Disney qui a créé pas mal de documents sur comment eux ils ont intégré le PBR dans leur ray tracer. Et tu as Google également avec leur moteur temps réel Filament. Ils ont écrit beaucoup de documents à ce sujet. Est-ce que tu t'y es intéressé? Pas encore, mais c'est dans ma roadmap. Parce que justement, la documentation de Filament est assez complète là-dessus. Ils ont même simplifié pas mal d'algo pour tricher sur certains points, mais qui permet d'avoir des rendus assez réalistes. Et c'est assez intéressant. Ok. En fait, voilà, effectivement, c'est un puissant fond. Et il y a aussi NVIDIA qui a pas mal publié de papiers pour le rendu temps réel. En fait, voilà, c'est beaucoup de sources, très peu de temps. C'est toujours pareil, mais voilà. Mais au moins, c'est cool, ça motive. Et je me dis, voilà, je pense avoir appris un truc, mais non, en fait, il y a encore de nouvelles choses. Et c'est ça qui me drive. Ils se sont basés sur les algos de Disney pour le PBR. Dans Godot, tu dis, dans le moteur Godot, oui.
Bon, Là, c'est bon. Merci beaucoup. merci beaucoup.